Depuis sa première syncope, la vie d'Ulrich Weiner a progressivement basculé. N'arrivant pas à récupérer ni à l'hôpital ni chez lui, il s'est acheté une caravane pour dormir en forêt, seul endroit où il pouvait vraiment se régénérer. De jour, il allait travailler en ville et le soir, il repartait dans les bois. J'avais remarqué à l'époque déjà que quand je dormais bien la nuit, que je pouvais travailler le jour. Et j'ai toujours trouvé les endroits avec ma caravane, les endroits sans réseau. Et à l'époque, il y en avait encore beaucoup. Mais là, quand il y a eu la troisième génération de portables, avec la transmission d'images, ça n'allait plus. Ça n'allait plus, je tombais constamment en syncope, j'avais des malaises. La visite de la clientèle devenait de plus en plus difficile et je me retirais de plus en plus dans les forêts. Mais à un moment donné, la baisse de force, de capacité était telle qu'à partir de 2004, j'ai été déclaré inapte au travail et l'assurance qui devait prendre en charge cette inaptitude-là disait que ça relevait de la caisse maladie et vice-versa. Et depuis 2004, mars 2004, personne ne paye. Aujourd'hui, Ulrich doit s'exiler et apprendre à redevenir nomade. Fuir le danger avant qu'il ne le rattrape est une question de survie. Pas évident, dans un pays où le réseau de téléphonie mobile couvre 99% du territoire. Il s'organise donc au mieux afin de subvenir à ses besoins de façon autonome. Règle numéro 1, la caravane est toujours à proximité d'une source qui l'alimente en eau. Ensuite, il a installé des panneaux solaires sur son toit et possède même une mini-centrale hydraulique. La seule chose qui lui manque, une ligne téléphonique fixe afin d'être raccordé au reste du monde. Pour sensibiliser l'opinion, Ulrich anime beaucoup de conférences. Mais les enjeux économiques sont tels que les industriels et les gouvernements préfèrent ne pas prendre le problème au sérieux. Face à cette incompréhension et ce vide juridique, les personnes électro-hypersensibles sont d'autant plus vulnérables. Et vous personnellement, qu'est-ce que vous pensez des risques liés aux ondes électromagnétiques ? Écoutez, là, je dirais que je n'ai pas de commentaire à faire en particulier. J'ai habité pendant très longtemps à côté d'une station relais, je vais très bien. Donc ça, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Voilà. Mais vous savez bien que nous sommes tous électrosensibles et que chacun de nous réagit différemment. Alors là, je ne sais pas ce que vous entendez par « nous sommes tous électrosensibles », je ne vois pas ce que vous voulez dire. Que les gens réagissent différemment, peut-être. Avec la nouvelle génération de téléphonie mobile et le Wi-Fi, aujourd'hui des personnes sont victimes de syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Là, je dirais, je n'ai pas de commentaire à faire. Il y a des gens simplement qui vous disent qu'ils sont comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont forcément raison? Mais médicalement, c'est prouvé maintenant. Non, ça n'est pas prouvé, madame. Il y a une confusion énorme. On mélange deux aspects du problème de santé publique qui est posé et du problème médical qui est posé. Il y a d'abord ce que nous avons décrit sous le terme de syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, qui est le rassemblement de symptômes chez des malades qui ne tolèrent pas bien les champs électromagnétiques et qui ont des problèmes de santé majeurs. Alors au début, ça se traduit par des maux de tête, des troubles neurologiques au niveau de la sensibilité superficielle et profonde, des troubles de l'attention et de la coordination et de la concentration. Et puis, deuxième phase, qu'on appelle une phase d'état, survient, qui associe une triade symptomatique qui est constituée d'insomnie. Les malades n'arrivent plus à bien dormir, donc ils sont fatigués, donc insomnie, fatigue et dépression. Et donc, si vous voulez, c'est cet ensemble de symptômes-là qu'on appelle syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Ceci est un fait clinique, d'observation clinique, avec une signature radiologique et biologique que nous avons pu déterminer. Autrement dit, ce ne sont pas des malades qui se plaignent uniquement de symptômes fonctionnels, ce sont de vrais malades pour lesquels nous avons maintenant un test diagnostique qui nous permet de dire que ce sont de vrais malades avec des lésions somatiques. Pourquoi certains individus présentent ce syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques et pourquoi d'autres ne le présentent pas ou le présentent de façon mineure? Il est évident que les malades qui ont des endoprothèses métalliques, c'est-à-dire qui ont par exemple un stimulateur cardiaque qui permet à leur cœur de bien fonctionner,
ou qui portent des lunettes avec des montures métalliques ou qui ont des amalgames dentaires, eh bien ces sujets-là ont des antennes au sein de leur organisme qui font qu'ils sont plus sensibles que d'autres aux champs électromagnétiques. Et c'est ce qu'on appelle l'électro-hypersensibilité. Mais pour ce qui est de la piste génétique, on sait maintenant qu'un certain nombre d'individus ont un plus ou moins grand nombre de magnétosomes. Ce sont des cristaux de magnétite, c'est-à-dire à base de fer, qui se trouvent dans notre cerveau. Ces magnétosomes sont de véritables aimants. Il est évident que lorsqu'on en a un grand nombre, on va être sujet à faire des symptômes qui constituent le syndrome d'intolérance au champ électromagnétique. Les nuisances sanitaires au champ électromagnétique concernent environ 1 à 10% des citoyens dans les différents États membres de l'Union européenne pour lesquels nous avons des statistiques, peut-être même plus dans certains États avec un certain nombre d'augmentations. De plus en plus de personnes se plaignent de troubles liés aux ondes électromagnétiques. Consciente de ce problème, en France, l'association Les Robins des Toits s'organise afin d'apporter un soutien aux personnes électro-hypersensibles. Nous avons organisé, il y a environ 1 an, un secteur EHS. Donc, il y a quelques personnes de l'association qui ne s'occupent que de ça. On leur donne des informations, c'est la première chose qu'on fait, les vraies informations, en général et sur tout ce qui les concerne eux, y compris les informations scientifiques, les informations administratives, on leur donne un panorama réel de la situation. Et puis on leur porte assistance sous les formes sous lesquelles c'est possible. C'est-à-dire on les extrait d'être victime de la pub. Parce que le marché de la protection est florissant, mais une grande partie de ce qu'on vend, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il n'y a qu'une seule chose qui est claire et nette, ce sont les résultats expérimentaux. Donc eux, qui sont dans des situations très pénibles, et qui ont trouvé différents dispositifs de protection, eh bien, ils échangent les infos entre eux. La France est une fois de plus la lanterne rouge en matière de santé publique au sein de l'Union européenne. Il est clair que nous devons faire des efforts dans ce domaine, non seulement au sein du diagnostic, car le corps médical de notre pays n'est pas encore formé à la reconnaissance au diagnostic de ce syndrome. Je m'y emploie et il est clair que nos résultats vont être publiés très prochainement. Et de toute façon, chaque médecin généraliste qui n'a pas compris ce que présentaient les malades qui étaient venus les voir en consultation va recevoir un document de la part de l'ARTAC, l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, qui va donc leur permettre de faire ce diagnostic. Et puis, bien sûr, il faut une structure de recherche en épidémiologie qui n'existe pas dans ce domaine, et bien sûr, si vous voulez, des recherches fondamentales qui ont malheureusement été écartées des priorités, tout simplement parce que nous avons dans notre société, nos pouvoirs publics, ne veulent pas voir la vérité en face. Et là, en matière de champ électromagnétique, il est évident que les intérêts économiques passent avant les intérêts sanitaires. Et moi, je suis un médecin, j'interviens au nom du serment d'Hippocrate. Il est évident que c'est une situation intolérable pour un médecin qui a signé le serment d'Hippocrate. Car le problème est bien là. Puisque les intérêts économiques sont trop importants, les risques liés à l'exposition aux ondes électromagnétiques sont passés sous silence. Les personnes présentant des troubles sont parfois dirigées vers des centres psychiatriques où elles n'ont rien à y faire. Or, le nombre de personnes affectées ne cesse d'augmenter. Fort de ce constat, les Robins des Toits jugent urgent de prendre certaines mesures. La première de toutes les dispositions concerne les intensités d'émission. Il y a un terme administratif et technique qui s'appelle un seuil maximal d'exposition du public, c'est-à-dire une intensité de champ électromagnétique qui ne doit pas être dépassée dans l'endroit où des gens stationnent. C'est-à-dire l'habitat, les scolaires, les sanitaires, tout ce qui est professionnel, partout où des gens sont pendant un certain temps. On demande qu'il y ait un seuil d'exposition maximal et qu'il soit fixé à un chiffre qui est celui établi par les scientifiques internationaux indépendants comme étant le seuil de sécurité sanitaire, c'est-à-dire 0,6 voltmètres.
Ce que nous demandons, c'est que des dispositions qui sont actuellement en développement et qui sont catastrophiques sur le plan sanitaire, c'est-à-dire des réseaux extérieurs Wi-Fi et WiMAX, soient instantanément supprimés. On demande que pour la troisième catégorie de la téléphonie mobile, qui s'appelle UMTS ou 3G, c'est-à-dire celle où il y a des images qui bougent et de l'Internet, qu'on applique un moratoire jusqu'à ce que des études scientifiques réelles aient été effectuées, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. On demande que la perturbation de santé qui s'appelle EHS, c'est-à-dire électro-hypersensibilité, fasse l'objet d'une reconnaissance officielle et qu'elle soit traitée, y compris sur le plan administratif, comme un handicap. Et on demande qu'il y ait une grande campagne d'information publique de la population. On demande que la vente des portables soit interdite en dessous de 14 ans. Le 12 janvier 2009, les Robins des Toits ont provoqué une réunion regroupant politiques et scientifiques à l'Assemblée nationale. Le 23 mars, au Sénat, toujours à leur initiative, politiques et scientifiques vont à nouveau se réunir. Je rentre à 18h, donc tu t'inquiètes pas, parce que je sais pas, tu m'avais dit à quelle heure. Ok? C'est mytho là, c'est vrai? Allez, bisous. À tout à l'heure. En termes sanitaires, actuellement, aujourd'hui, l'état d'attaque de la santé publique en France est déjà catastrophique. Et la raison pour laquelle les gens ne le savent pas, ou attribuent les problèmes à d'autres causes, c'est précisément l'étouffement de l'information. Le gouvernement refuse de faire aucune enquête sanitaire de proximité, parce qu'aussitôt qu'on en fait, on voit. C'est vrai que si ce genre de solution devait se généraliser, là, on se demande bien comment on va continuer à avoir des réseaux de téléphonie mobile, mais également du Wi-Fi, de la télévision, de la radio, puisque toutes ces technologies utilisent les ondes hertziennes. Si certains lobbies peuvent interférer sur certaines de ces décisions en leur expliquant qu'il y a des enjeux, eh bien s'il y a un lobby de la téléphonie mobile, aujourd'hui on peut dire qu'il y a véritablement un lobby des riverains, puisque en France des collectifs se créent partout, que les gens, les élus locaux, et c'est eux qui sont le plus à même de le sentir, sont interpellés systématiquement dès lors qu'un projet d'implantation est connu par les riverains. Donc il va falloir un petit peu prendre conscience de cela, se saisir de ce problème, écouter les gens sur le terrain. Et je pense que l'État, alors peut-être contraint par la justice, parce que là, les politiques n'ont pas fait grand-chose jusqu'alors, et c'est la justice qui va les contraindre, j'espère, à prendre ce problème au sérieux. Et aujourd'hui, l'État a toute autorité pour appliquer le principe de précaution. Mais en attendant que les politiques prennent une décision, c'est la justice qui semble faire évoluer la situation. Pourra-t-elle infléchir sur l'immobilisme des opérateurs de téléphonie mobile et du gouvernement? La question reste en suspens. D'ici là, notre préservation passe avant tout par nos choix et nos habitudes de consommation.